Ils ont menacé d'envoyer un procureur en prison pour avoir parlé. Voilà le paradoxe. Un ministère de la Justice qui se présente comme transparent, mais qui, en coulisses, intime à un procureur spécial de se taire devant le Congrès. Pas pour une question de sécurité immédiate, pas pour une opération en cours, mais pour un rapport déjà rédigé, déjà remis et qui concerne directement un ancien président. Si tu te dis que c'est une bataille juridique lointaine, détrompe-toi. Ce qui se joue ici, c'est qui décide de ce que le public a le droit de savoir. Cette semaine, Jack Smith s'assoit face aux membres du Congrès. Les caméras tournent, les micros sont ouverts. Il peut parler du 6 janvier. Mais sur le volume 2 de son rapport, silence total. Ce volume traite des documents classifiés retrouvés à Mar-a-Lago, de leur dissimulation et de l'obstruction à la justice. Le message du DOJ est clair et consigné au dossier. S'il dit quelque chose qui n'a pas déjà été rendu public, nous vous poursuivrons. Aucune liste, aucune clarification, juste une menace. Et voici le détail qui change tout. La juge Aileen Cannon, qui a pourtant classé l'affaire depuis plus d'1 an, maintient toujours sous scellé tous les documents liés à ce volume. Elle affirme conserver la compétence sur le dossier et refuse toute publication jusqu'à nouvel ordre, alors même que la Cour d'appel du 11e circuit lui a rappelé qu'elle devait enfin trancher. Autrement dit, une affaire officiellement terminée continue d'être verrouillée comme si elle était en cours. Maintenant, pose-toi la vraie question. Pourquoi empêcher un procureur spécial de décrire son propre travail alors que la loi prévoit précisément qu'il rende des comptes au Congrès? Et surtout, pourquoi cette partie-là et pas l'autre? Parce qu'à partir d'ici, l'histoire ne parle plus seulement de documents classifiés. Elle parle de contrôle, de précédents et de ce qui pourrait disparaître définitivement des archives publiques. Et dans un instant, tu vas voir comment ce silence forcé a été organisé étape par étape. Ce qui est présenté comme un incident isolé est en réalité un schéma. Officiellement, l'audition de Jack Smith devant le Congrès devait porter sur son travail en tant que procureur spécial. Officieusement, elle a été soigneusement découpée. Une moitié autorisée, une moitié interdite. Le 6 janvier, oui. Mar-a-Lago, non. Pas parce que les faits sont inconnus, pas parce que le dossier est vide, mais parce que cette partie précise du récit reste enfermée sous scellé. Le cœur de l'affaire, c'est ce fameux volume 2, un rapport qui décrit comment des documents classifiés auraient été emportés, dissimulés, puis comment des actes d'obstruction auraient été découverts au fil de l'enquête. Et pourtant, lorsque le Congrès pose des questions, Smith ne peut répondre qu'à une fraction de son propre travail. Tout le reste devient juridiquement radioactif. Un mot de trop et la menace tombe. Poursuite pénale. Mais regarde bien la chronologie. La juge Aileen Cannon a rejeté l'affaire il y a longtemps. Malgré cela, elle continue de bloquer toute publication liée à ce dossier précis. Pendant plus d'1 an, rien. Puis soudain, après l'intervention de la Cour d'appel du 11e circuit, elle annonce un calendrier de mémoire étalé sur des mois. Juste assez pour que le temps fasse son œuvre. Juste assez pour que l'attention publique se dissipe. Et c'est là que la question change de nature. Si cette affaire était réellement close, pourquoi tant d'efforts pour empêcher la moindre explication publique? Pourquoi un silence aussi strict au point de menacer le procureur lui-même? Ce n'est plus seulement une histoire de procédure, c'est une bataille sur le récit, sur ce qui restera dans l'histoire officielle et ce qui risque de ne jamais en faire partie. Et maintenant, observe ce qui se passe quand le ministère de la Justice entre directement dans l'arène, parce que c'est là que l'escalade commence. Voici maintenant le point de rupture. Le ministère de la Justice ne se contente plus de rester en retrait. Il intervient directement devant la juge Cannon et adopte une position officielle écrite noir sur blanc. Dans sa réponse à l'ordonnance du 22 décembre, le DOJ affirme qu'il s'accorde avec les anciens défendeurs pour dire que le volume 2 ne doit pas être rendu public. Les anciens défendeurs, ici, ce sont Donald Trump et ses coaccusés. Le procureur devient, sur le papier, l'allié de celui qu'il poursuivait.
Le document va plus loin. Il soutient que l'enquête de Jack Smith était illégale dès son inception, que le procureur spécial aurait instrumentalisé le ministère de la Justice et que l'ensemble du volume 2 constituerait des communications internes délibératives, donc protégées à jamais, pas retardées, pas expurgées, enterrées. Selon cette logique, ce rapport pourrait ne jamais être publié, même des années plus tard. Et remarque ce détail précis. Le DOJ admet dans le même texte qu'il est incapable de garantir l'exactitude ou l'ampleur des éventuels caviardages, car les responsables actuels n'étaient pas impliqués dans l'enquête de Smith. Pourquoi? Parce que les équipes liées à cette enquête ont été écartées. Autrement dit, ceux qui demandent le secret reconnaissent ne pas maîtriser entièrement ce qu'ils veulent cacher. Alors pose-toi la question centrale. Si ce rapport est réellement infondé, illégal et sans valeur, pourquoi ne pas le publier pour le démontrer? Pourquoi préférer l'argument du privilège absolu? Et surtout, pourquoi cette position surgit-elle précisément au moment où le Congrès commence à poser des questions publiques? Observe bien ce silence organisé parce que dans la partie suivante, tu vas voir comment cette stratégie s'est matérialisée en direct sous les caméras du Capitole. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas discret. C'était public, filmé et impossible à ignorer. Lors de l'audition au Congrès, Jack Smith est assis face aux élus. Les questions arrivent et très vite, un mur invisible apparaît. Le représentant Jamie Raskin le dit clairement à l'écran. Jack Smith n'a pas été en mesure de répondre à la grande majorité des questions concernant le volume 2 de son rapport sur les documents volés. Pas parce qu'il refuse, parce qu'il n'a pas le droit. Regarde bien la scène. Raskin évoque une possible levée de l'ordonnance de la juge Cannon en février. Il demande explicitement si Smith sera rappelé pour répondre aux questions restées sans réponse. La présidence de la commission temporise. Nous allons en tenir compte. Rien de plus. Et alors, Raskin sort un détail très concret. Il annonce avoir déjà les signatures de tous les membres démocrates pour convoquer Smith à nouveau, en s'appuyant sur une règle formelle de la commission. Ce n'est pas une menace, c'est une procédure écrite, citée à voix haute. Mais observe la contradiction. D'un côté, le Congrès affirme son droit d'obtenir des réponses. De l'autre, le ministère de la Justice a déjà averti Smith. S'il dit un mot de trop sur Mar-a-Lago, il sera poursuivi. Pas potentiellement, pas selon interprétation, poursuivi, sans même lui fournir de directives claires sur ce qu'il peut ou ne peut pas dire. Bonne chance, en substance. Et c'est là que la perception bascule, parce qu'à cet instant précis, ce n'est plus un désaccord juridique abstrait. C'est un procureur spécial coincé entre deux pouvoirs, un Congrès qui exige des réponses et son propre ministère qui le menace de prison s'il parle. Ce genre de situation n'est pas censé exister. Et pourtant, elle est désormais consignée au procès verbal. Et maintenant, tout s'accélère. Pas une décision isolée, mais une série de mouvements qui s'empilent. D'abord, la juge Cannon gèle le dossier pendant plus d'1 an sans statuer. Ensuite, la Cour d'appel du 11e circuit intervient et lui rappelle qu'elle doit agir. Puis, au lieu de trancher, elle ouvre un calendrier de mémoire étalé jusqu'à fin janvier ou février. Pendant ce temps, le DOJ dépose un texte affirmant que le rapport ne devrait jamais être publié. Et au milieu de tout ça, le procureur spécial est menacé de poursuite s'il parle. Regarde la vitesse. Chaque étape prise séparément peut sembler procédurale, mais mise bout à bout, elle crée un effet très concret. Plus personne n'a intérêt à faire avancer le dossier. Le juge temporise, le ministère bloque, les défendeurs approuvent et le Congrès attend. C'est une pression silencieuse mais continue qui ne vise pas à gagner une affaire, mais à l'épuiser. Voici le détail qui inquiète vraiment. Le DOJ reconnaît être incapable de préciser ce qui, dans le volume 2, pourrait être rendu public sans risque. Autrement dit, personne ne fournit de cadre clair. Tout devient potentiellement punissable. Ce flou n'est pas un accident. C'est une arme, parce que dans un système où chaque mot peut déclencher des poursuites, le silence devient la seule option rationnelle. Alors la question n'est plus « que dit le rapport ?» La question devient « que se passe-t-il si cette méthode fonctionne? » Si bloquer, retarder et menacer suffit à faire disparaître un dossier d'intérêt public, qu'est-ce qui empêche que cela se reproduise ailleurs? Et surtout, qui en subit les conséquences directes? À ce stade, ça peut encore sembler abstrait.
des juges, des mémoires, des règles de procédure. Mais voici l'effet réel, concret, quand ce genre de verrouillage devient la norme. Quand une enquête sur un ancien président est étouffée sans verdict public, ce n'est pas seulement Washington qui est concerné, c'est la manière dont l'information circule jusqu'à toi. Imagine la situation inversée. Un fonctionnaire, un militaire, un employé fédéral ordinaire accusé d'avoir conservé des documents classifiés. L'enquête avance. Les faits sortent. Les conclusions sont rendues publiques. Ici, non seulement l'affaire est bloquée, mais le rapport final lui-même est déclaré potentiellement invisible pour toujours. Pas parce qu'il mettrait des vies en danger, mais parce qu'il est qualifié d'interne. Et c'est là que l'impact devient personnel. Si les faits ne sortent jamais, tu n'as même plus la possibilité de te faire ton propre avis. Tu n'es pas obligé de croire Jack Smith. Tu n'es pas obligé de croire ses conclusions. Mais on t'enlève le choix. On décide à ta place que certaines informations sont hors de portée, même après la fin officielle d'une enquête. Regarde aussi ce que ça fait au débat public. Les attaques contre Smith se multiplient à la télévision. Il a menti, il a instrumentalisé la justice, il devrait être poursuivi. Mais quand vient le moment de montrer les éléments, les documents, les conclusions détaillées, silence. Les accusations circulent librement. Les faits, eux, restent sous clé. Ce déséquilibre n'est pas neutre. Voici le mécanisme. Pas une conspiration bruyante, pas un coup de force visible, un enchaînement d'incitations parfaitement légales qui, mises ensemble, produisent un résultat illégal sans jamais enfreindre une règle explicitement. Chacun agit dans son couloir, le juge invoque la procédure, le ministère invoque le privilège, les responsables politiques invoquent l'attente d'une décision et au final, personne ne décide, mais tout est bloqué. Le levier central, c'est le flou, le privilège du processus délibératif, une notion conçue à l'origine pour protéger des discussions internes temporaires, pas pour effacer un rapport final d'intérêt public. Pourtant, ici, il est présenté comme absolu, comme si tout le contenu du volume 2 n'était qu'une conversation interne et non le récit factuel d'une enquête déjà terminée. Ajoute à cela un autre facteur, l'asymétrie du risque. Pour le public, ne rien publier n'a pas de coût immédiat. Pour le procureur spécial, parler comporte un risque pénal direct. Pour le ministère, bloquer ne comporte aucune sanction. Dans ce type de système, le comportement rationnel est évident. Celui qui peut perdre se tait. Ceux qui ne risquent rien gagnent du temps. Et le temps devient l'outil principal. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle de l'enlisement. La juge Canon rend une décision étroite appuyée sur le privilège. Le ministère de la Justice n'interjette pas appel. Personne n'a véritablement intérêt à provoquer un examen du 11e circuit. Le volume 2 reste sous scellé. Les mois passent, puis les années. Et sans annonce officielle, sans conférence de presse, une enquête majeure disparaît lentement du champ public. Mais il existe une autre voie, plus instable, plus conflictuelle. Le Congrès insiste. Les pressions publiques augmentent. Une décision formelle est rendue, suffisamment contestable pour forcer un appel. Le dossier remonte. Et soudain, la question n'est plus seulement faut-il publier ce rapport, mais qui a le pouvoir de l'empêcher? Observe bien un détail souvent ignoré. Le DOJ lui-même reconnaît qu'il ne peut pas garantir ce qui, dans le rapport, devrait rester secret. Cette admission crée une faille, parce que si personne ne peut définir clairement le périmètre du danger, alors le danger devient politique, pas juridique. Voilà l'idée clé. Quand une vérité est enterrée sans être réfutée, elle ne disparaît pas, elle est remplacée. Et ce remplacement n'est jamais neutre. Dans cette affaire, l'absence de publication du volume 2 ne prouve rien en soi. Elle ne disculpe personne, elle ne condamne personne, mais elle crée un vide, reprend toute l'histoire sous cet angle. Un procureur spécial mène une enquête, il rédige un rapport final. Une partie peut être discutée publiquement, l'autre est verrouillée. Ceux qui critiquent l'enquête parlent librement. Ceux qui l'ont menée risquent des poursuites s'ils répondent.
La dernière chose à retenir, c'est celle-ci. Les systèmes ne s'effondrent pas toujours dans le chaos. Parfois, ils se déforment lentement jusqu'à ce que ce qui paraissait impensable devienne normal. Aujourd'hui, un rapport reste sous scellé. Demain, ce sera autre chose. Si tu veux continuer à décoder ce genre de mécanisme, à comprendre ce qui se joue derrière les silences officiels et les récits dominants, abonne-toi. Parce que la suite de cette histoire, qu'elle soit publiée ou non, est déjà en train de s'écrire ailleurs.